Non, non, simplement pour vous dire que là, sur cette deuxième table ronde, on va parler du projet. Tout à l'heure, on était censé parler de nous, et là, on va parler des Français. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important au fond. Tout à l'heure, Amel, à juste titre, a dit que nous devions être le parti des solutions. Et pour avoir des solutions, il faut avoir un projet. Et donc, du coup, vous avez là la chance d'avoir des élus locaux, élus nationaux, qui ont une expérience, une expertise, et qui auront la capacité de nous éclairer, de vous éclairer sur les pistes sur lesquelles on peut travailler pour qu'enfin l'UDI puisse donner aussi sa part d'explication du monde. Parce que c'est ça qu'on attend aussi d'un parti politique. On voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui ont le vent en poupe, ce sont des partis politiques qui offrent des clés de lecture du monde et des changements qui sont devant nous. Regardez le Rassemblement national, regardez Mélenchon, on peut penser ce qu'on veut de leur idéologie, et Dieu sait qu'on est diamétralement opposés à ces deux personnalités et à ces deux partis politiques. Mais force est de constater qu'ils offrent des clés d'explication du monde. Ils apportent des solutions, ils apportent des réponses. Évidemment, nous devons faire la même chose et nous devons être en capacité d'incarner ce parti des solutions qu'évoquait Amel. Alors, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de poser une première question à un des intervenants ici. Comme ça vous permettra de réfléchir. Et ensuite, comme disait Camus, la vérité, elle est sans doute aussi dans le regard de l'autre. Donc, on a besoin de votre regard pour apporter votre vérité. Donc, je vais poser la première question, peut-être à Françoise Gatel, parce qu'elle me l'a dit tout à l'heure, elle me dit « Tu me poses une question ?» Je dis « Oui, je te pose une question, Françoise. » Donc Françoise Gatel, on ne la présente pas, elle est sénatrice, elle s'engage sur énormément de sujets, et en particulier la décentralisation et l'organisation de notre pays. Et je vais poser une question qui n'est pas sur la décentralisation en réalité, je vais poser une question sur l'efficacité des services publics. Parce que la décentralisation, ça ne veut rien dire. Ce qui compte pour les Français, c'est qu'est-ce qu'on m'offre comme service qui fonctionne et à quel niveau. Donc c'est la question que je voulais te poser, comment on peut incarner une décentralisation concrète pour les Français? Merci. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ici autour d'une vraie espérance. Alors, il a la question, il a la réponse. Je veux dire, décentralisation, différenciation, tout ça, ce sont des outils, alors qu'effectivement, l'objectif pour retrouver la confiance dont parlait notre ami Fromentin tout à l'heure, c'est ce qu'on a appelé au Sénat, et ce qu'on ne cesse de répéter, l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre. En laissant celui qui est le mieux placé, la région, on en parlait tout à l'heure, le département, la commune, l'interco, l'État, prendre en main et gérer, parce qu'on ne retrouvera la confiance de nos concitoyens et donc une envie de voter si l'action publique, elle est efficace. Donc c'est vraiment l'enjeu, mais pour ça, il faut raconter une histoire. Merci Françoise. Une histoire, pas des histoires. Alors, la parole est à vous. Est-ce que vous avez une question sur une thématique qui vous paraît importante et que vous souhaiteriez voir traitée dans les mois qui viennent par l'UDI pour apporter ce fameux projet que les Français attendent? Alors, il y en a une là et une ici. Bonjour, donc Laurent Damani de la Fédération du Grand Sud. Moi, c'est bien sûr sur la santé. C'est vrai que malheureusement, on n'entend pas souvent dans notre parti des choses qui pourraient faire évoluer notre pays. Pourtant, nous avons un laboratoire sur Valenciennes et c'est exceptionnel ce qui a été fait. C'est vrai que ça a été signalé tout à l'heure. Et au niveau de l'hôpital de Valenciennes, c'est ce qu'on devrait retrouver, je l'espère, avec notre parti sur toute la France. Donc c'est vrai qu'on a un laboratoire là-bas, mais on n'en parle jamais, on n'entend rien, il faut être vraiment spécialiste pour écouter tout ça. Donc c'est vrai que notre parti peut-être devrait aussi s'occuper d'un grand pan de la société qui est la santé. Et ce n'est pas tout à fait le cas, je le pense. Et juste un petit mot aussi sur... on a parlé beaucoup du fond, mais la forme... c'est vrai que malheureusement on n'est pas audible, je l'ai entendu tout à l'heure, mais c'est tellement vrai. Vous entendez là j'ai mis Monsieur Vigier, que je suis à chaque fois, j'apprécie énormément ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais j'entends plus Rousseau que Vigier, quoi. Et donc c'est ça qui m'embête, parce que malheureusement on est dans une concurrence de l'imbécilité. Mais les médias et les Français écoutent ça, malheureusement. Donc peut-être qu'il faut changer aussi notre façon de faire. Je ne veux pas vous dire de dire n'importe quoi, mais c'est vrai qu'au niveau des médias, je pense qu'il faut le langage feutré et peut-être pas ce qu'on attend à l'heure actuelle. Vous êtes quand même sur une idée Facebook, la population a changé. Et donc
On parlait des enfants, ben c'est pareil, les jeunes adultes, ils écoutent différemment maintenant les informations. La loi Billon qui a été proposée, pourquoi on l'a entendu autant? Parce que les médias ont inventé des choses qui n'existaient pas, mais c'est justement, ils ciblent en fait des choses qui parfois ne sont pas bonnes, mais du coup on a parlé de Mme Billon de façon excellente, mais voilà, c'est juste parce que malheureusement, voilà, c'est les médias, il faut peut-être jouer avec eux aussi, et là c'est notre problème, je crois. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est pas parce que vous avez parlé d'Annick que je lui passe la parole, parce qu'on avait prévu que je lui passe la parole. Et donc, ton défi, Annick, ce sera de terminer ton propos par une punchline suffisamment forte pour qu'elle puisse faire le bandeau BFM. C'est ton défi. J'ai tout trouvé. Donc, d'abord, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est très important pour nous de nous réunir aujourd'hui. 10 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, parce que les enjeux qui sont devant nous, ils sont considérables. Et comme vous l'avez dit, la société, elle a changé. Alors, vous faites écho au service public, et c'est vrai que moi, je préside la délégation aux droits des femmes du Sénat. On s'est accordé à travailler sur ces sujets, et notamment à l'accès de la santé des femmes. Et les femmes, en réalité, dans les territoires, ont un accès extrêmement difficile à la santé. Donc nous devons tous collectivement nous emparer de ces sujets, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à proposer, certains on propose des solutions magiques. Il n'y a pas de solution magique. Il y a un mix de solutions. Nous avons, avec le président Hervé Marseille, été à Valenciennes. Nous avons vu ce qu'était l'hôpital, le CHU de Valenciennes, et les conséquences en peu d'années que ça avait apporté pour l'accès aux soins sur ce territoire. Donc c'est vrai qu'on doit s'inspirer aussi, et là ça fait écho à ce que disait Françoise Gatel tout à l'heure, différenciation, s'inspirer des territoires. On a beaucoup d'élus dans nos territoires qui font des choses formidables, qu'on devrait pouvoir, grâce à la loi, dupliquer, s'inspirer, copier et appliquer contre parfois finalement l'administration qui a un poids considérable dans les services publics. L'accès aux services publics, c'est un sujet dont on doit s'emparer aussi, parce que de nombreux électeurs ne sont pas allés voter. Et le service public, eh bien, dans certains de nos territoires, c'est devenu quelque chose d'assez inexistant. Je voudrais peut-être revenir aussi sur la loi Billon. Au Sénat, nous avons la chance d'avoir un groupe puissant. Je vois aussi Martine Ollier qui fait Femmes au centre, Dominique Verrien qui est très engagé. Nous portons des sujets. La loi sur le non-consentement, c'était une initiative du groupe Union Centriste. On en a parlé parce que c'était un sujet majeur pour les enfants et la protection de l'enfance. Mais il y a d'autres sujets dont nous devons nous emparer. C'est l'emploi des femmes, les inégalités salariales, le temps de partiel subi. Tous ces sujets, ils concernent la société de demain, ils concernent les hommes et les femmes, parce que lorsque vous avez une société plus égalitaire, eh bien vous avez une société plus sûre. C'est prouvé dans les différents pays du Nord notamment, où eh bien, l'égalité n'est pas un slogan, l'égalité est une réalité, et l'espace public, du coup, est beaucoup plus sûr. Je voudrais signaler quelques initiatives parlementaires, parce qu'elles méritent d'être portées plus haut au-delà du Sénat. C'est l'initiative portée par la rapporteure Dominique Verrien sur faire monter les femmes dans les emplois à responsabilité dans la fonction publique. C'est récent, c'est il y a quelques semaines. C'est l'initiative de notre vice-présidente Valérie Létard pour l'autonomisation des femmes et des victimes de violences. Comme vous le voyez, nous au Sénat, on propose des choses, elles méritent d'être portées. Alors oui, il faut souvent des slogans punchline pour que nos travaux franchissent les portes du Sénat. Eh bien, nous avons fait un travail récemment qui il y aura un avant et un après. C'est Porno l'enfer du décor. C'est encore la délégation aux droits des femmes, présidée par moi et avec de nombreuses sénatrices et sénateurs, et je vois Nassima des territoires ultramarins qui est très engagée sur ces sujets aussi. Et ben, c'est encore la délégation aux droits des femmes, portée par le groupe Union Centriste, qui a sorti ce travail. Et actuellement, nous allons, cran par cran, tenter de faire bouger la société, parce qu'il faut d'abord faire bouger la société, et il va falloir imposer les propositions que nous faisons. Donc oui, on a besoin de visibilité. Ça, c'est un travail difficile à faire, parce que ce matin, j'étais connectée sur une grande radio. On parlait des élections des partis ce week-end. Hélas, on n'a pas parlé de l'UDI. Or, c'est majeur ce qui se passe aujourd'hui à l'UDI. Merci. Merci, Annick.
Donc il y a une prise de parole ici. En attendant, je souligne le travail. Il y en a une en haut et une ici, donc on ne vous a pas oublié depuis Marseille. En revanche, juste un mot pour souligner l'initiative qui a été prise à l'Île-de-France sur la régionalisation des ARS, des agences régionales de santé, dont l'objectif est vraiment de faire un pilotage régional, politique aussi du sujet. Et donc bravo à l'initiative de la région Île-de-France que nous avons repris en Haute-France. Oui, bonjour. Lyon est bien là. Voilà, Lyon est là. Christophe Jourgeon, président de la Fédération Métropole de Lyon. Je voulais juste rebondir un peu sur les deux interventions précédentes et notamment sur les propos d'Annick Billon. Je pense qu'un parti politique, il doit marcher sur deux pieds. Un pied qui est le local, et effectivement l'UDI, c'est notre ADN, c'est la territorialisation, c'est l'expérimentation locale, et là on est plutôt bon, voire excellent. Et il faut aussi qu'on ait ce pied national sur les sujets de fond, les sujets qui intéressent nos concitoyens. Je veux dire, depuis 3 mois ou depuis 6 mois, on parle de l'énergie matin, midi et soir. Je pense que c'est un sujet majeur où il faut qu'on ait des propositions et qu'on puisse exister sur ce sujet-là aujourd'hui, parce que demain, ça sera un sujet qui va être un sujet de crise. Donc du coup, c'est important qu'on soit sur ces sujets nationaux, en phase avec l'actualité, en phase avec les sujets d'actualité, et pas forcément toujours en phase avec les sujets des assemblées, qu'elles soient sénatoriales ou Assemblée nationale, parce que finalement, quand on est dans le calendrier gouvernemental, il y a une machine de communication du gouvernement qui écrase un peu toutes les prises de parole qu'on peut avoir par ailleurs. Donc je pense que c'est vraiment important de se découpler de ce calendrier gouvernemental parfois. Et puis rebondir aussi sur la nécessité, le fond, on l'a souvent, on pêche sur la forme, et je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on puisse s'améliorer. Et effectivement, les groupes parlementaires, ils font un super travail, mais si derrière, on pouvait avoir un exégèse de ce travail-là, sous forme de fiches de synthèse, sous forme de punchline, ça permettrait aussi localement de les reprendre, et y compris dans la presse locale, dans la PQR, pour faire exister aussi nos idées localement. Merci. Merci Christophe. Peut-être une toute petite réaction de Françoise, parce qu'elle est parlementaire, elle est sénatrice, et elle disait que tu avais raison sur le fait qu'il fallait parler des sujets qui concernaient les Français, pas seulement les collectivités, donc je t'en prie. Et puis il y a une prise de parole ici. Merci pour cette question qui amène à parler d'un sujet plus large, qui est celui de la transition écologique, qui est une préoccupation portée par notamment la jeunesse, qui a l'impression que le monde dans lequel elle arrivera à l'âge adulte sera un monde plutôt en très mauvais état. Et je pense que nous pouvons proposer à la jeunesse, à nos concitoyens, une transition écologique heureuse. Aujourd'hui, on a une transition écologique qui est punitive et qui est douloureuse. On parle aujourd'hui de coupure d'énergie, de retour à l'âge de pierre, de difficultés que nous aurons. Et je pense très sincèrement, et alors les élus qui savent qu'on n'arrête pas de parler du zéro artificialisation nette, il faut dire qu'avec la contrainte, on peut créer une espérance, un bonheur et un modèle de vie qui est positif. Et Valérie Létard, qui préside la mission ZAN, ne dira pas le contraire. Comment, à partir d'un modèle de transition écologique et de sobriété, on travaille, et Bertrand, tu l'as dit, sur le volet social. La transition, comme l'énergie, ça ne doit exclure personne. Un volet économique, parce que si on ne crée pas de richesse dans nos territoires, Fromentin l'a dit, on n'aura pas de partage de richesse, et environnemental, parce qu'on sait qu'on a un enjeu majeur. Donc moi, je pense que l'UDI peut porter une parole particulière, qui est loin des extrêmes, des gens qui font peur, des gens qui punissent, ou des gens qui vous condamnent, comme un ministre nous avait dit un jour, c'est pas possible dans ce pays, il y a des gens qui fument et qui roulent au diesel. Eh ben oui, ça existe aussi, et ces gens-là, je vous donnerai pas son nom, vous l'avez deviné, ces gens-là, il faut les accompagner et leur donner une espérance d'avenir et de bonheur et d'éléments positifs. Et nous pouvons le faire. Merci Françoise. Merci. Bonjour à tous, Frédéric Gell, je suis de Marseille. Alors évidemment, vous allez
vous allez deviner pour qui j'ai voté, évidemment. Voilà, donc je suis vice-président à la métropole sur les mobilités et les transports et vice-président de la régie des transports métropolitains. Et je pense que ce qui est important pour l'UDI, c'est aussi entendre les habitants. Et c'est essentiel. Bon, vous savez qu'à Marseille, il y a un plan pour l'extension des lignes de tramway nord et sud, et j'anime la concertation publique. Et je pense qu'on devrait se pencher sur la parole des habitants et arriver à faire des politiques publiques en co-construction avec les habitants. Aujourd'hui, la concertation telle qu'elle est faite, telle qu'elle est animée, en fin de compte, ne satisfait pas les habitants. Il manque quelque chose. Et les habitants ont l'impression d'être entendus, voilà, mais leur parole n'est pas prise en compte. Alors c'est vrai qu'on a un grave problème, c'est que tout le monde l'a vu, les élus le voient, moi je le vois à la métropole de Aix-Marseille-Provence, c'est que plus on a déconcentré, plus on est décentralisé, plus la réglementation est importante. Et à un moment, on se trouve un peu coincé. Mais je pense que l'ADN de l'UDI, ce sont les habitants, ce sont les populations, et c'est prendre en compte ce que veulent les habitants. Et comme vous l'avez bien dit, Madame la sénatrice, oui, il y a des gens qui fument des gitanes, maïs peut-être, et roulent au diesel, mais on s'en fout, ce sont des Français, et leur parole est aussi importante que, je vais dire, que celui qui habite dans une métropole, on va dire, boboisée. Voilà, merci. Merci. Je vais proposer à Madame le maire d'Amiens, qui mieux qu'un grand maire de l'UDI pour répondre à cette question de la consultation citoyenne, avec peut-être un écho par Annick Billon sur un sujet concret. Vas-y, je t'en prie, Brigitte. Oui, et alors, un grand maire. Non. Un grand maire, oui, de l'UDI et de Amiens, voilà. Alors, il n'y a pas de grand maire ou de petit maire. Je pense que quand on est maire, on se trouve face aux mêmes situations. Mais j'entends ce que tu dis, Daniel. C'est trop gentil. Mais donc, effectivement, quand on est maire d'une commune comme la mienne, Amiens, eh bien, on ne peut pas arriver à voir la vie des habitants en direct. On est obligé de passer par des structures intermédiaires. Et c'est toujours la difficulté entre la démocratie vraiment directe, la démocratie athénienne, dont on a tous le modèle en tête, et puis les représentations. Donc, moi, ce que je revendique, c'est le droit à l'expérimentation. Parce que, au fond, d'une commune à l'autre, ou sur les sujets, il ne faut pas nécessairement procéder de la même façon. Et quand on veut tout réglementer, tout régir, nationalement d'abord, et puis ensuite identiquement pour tous les sujets, je pense que c'est là qu'on se plante. Il y a des moments où il faut qu'on aille chercher la parole des habitants en allant faire du porte-à-porte. Il y a des moments où on peut passer par les comités de quartier. Il y a des moments où on peut passer par une journée citoyenne, comme ça se fait dans beaucoup de communes, pour faire en sorte que les habitants se rendent compte de ce que c'est vraiment que d'élaborer des projets, de les réaliser. Il y a toutes sortes d'outils. On a des tas d'outils, mais encore une fois, laissons un peu de liberté, de respiration, et faisons confiance aux élus locaux pour animer eux-mêmes, et créons peut-être une boîte à idées entre nous, les élus locaux, pour voir comment nous procédons, et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Par exemple, on a lancé les budgets participatifs depuis quelques années dans un certain nombre de villes. Dans la mienne, ça fait 2 ans qu'on le met en place. On voit qu'il y a des bons côtés, on voit que ça peut s'essouffler. Comment on fait pour qu'on puisse élaborer les choses? Et moi, je pense que c'est souvent depuis le terrain qu'on peut envisager des sujets et ensuite les communiquer à nos collègues parlementaires pour qu'ils élaborent éventuellement les textes qui conviennent, mais en tenant compte des remarques que l'on fait sur le terrain. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Et nos habitants, il me semble qu'ils participent plus volontiers à des sujets concrets comme cela, parce que ça les intéresse. Alors, le tout après, le danger, c'est d'éviter que ce soit les intérêts particuliers qui soient mis en avant. Donc, il faut qu'on régule bien les choses et que nous, les maires, nous disions aux habitants quelle est la limite de la participation qu'on leur demande. Autrement dit, qu'on leur dise qu'ils élaborent, ils donnent les idées, on les travaille avec eux, mais le moment venu, c'est quand même nous qui avons le choix de la décision. Et la sanction, eh bien, c'est le scrutin
suivant, évidemment. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Une petite réaction d'Annick et de notre très cher Louis Giscard d'Estaing. Juste quelques mots pour rebondir sur les propos de Madame le maire. On n'a pas consulté, on n'a pas concerté pendant des années, et je le disais, il y a beaucoup d'abstention. Alors, moi, je ne voudrais pas que la consultation et la concertation, elles soient le moyen parfois de faire monter des populismes. Parce que, je m'explique. Moi, j'habite au Sable d'Olonne. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs consultations depuis l'élection du maire. Et la dernière consultation, eh bien, c'était voulez-vous qu'on ne respecte pas la loi SRU ? Voilà, c'était globalement ça. Donc, monsieur le préfet a demandé qu'on supprime cette question. Voulez-vous des éoliennes et on les verra de la plage ? La réponse était déjà toute trouvée. Et donc, une autre consultation, je cite un autre exemple, c'était, il y avait un projet du Conservatoire du littoral, la renaturation d'un espace. Les problématiques, les enjeux de demain, c'est bien entendu ça, l'environnement. Eh bien, lorsqu'on a dit « voulez-vous qu'on déplace une route ?», on a dit non aussi. Donc attention à l'utilisation, et les équipes municipales, les élus, ils sont élus avec des programmes. Et donc, je serais beaucoup plus favorable à une expérimentation, et parce que lorsqu'on est élu avec un programme, eh bien, on applique son programme, on peut consulter, on peut concerter, mais attention à cet outil qui peut aussi être finalement utilisé à géométrie variable et faire monter finalement des intérêts personnels qui vont finalement desservir l'intérêt général. Merci Louis. Oui, merci Daniel. Alors d'abord, très heureux d'être avec vous ce matin pour ce moment important pour notre famille politique. C'est une étape déterminante pour refonder notre projet, puisque c'est le thème de notre table ronde. Et je voudrais à mon tour dire que ce qui me paraît important, c'est que l'UDI apparaisse comme le parti à la fois du bon sens et des bonnes pratiques. Alors peut-être que ça sera moins percutant dans la presse que les propos de Sandrine Rousseau ou de quelques autres, mais ça sera une façon de nous identifier clairement dans ce que nous espérons incarner pour nos concitoyens. Et je voudrais saluer avec mes collègues maires ici tout ce que notamment Brigitte Fourré vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait que nous sommes en mesure de proposer des solutions pratiques dans nos communes. Je voudrais prendre des exemples que j'ai mis en œuvre à Chamalières, qui est une ville de 18 000 habitants, qui est accolée à la métropole de Clermont-Ferrand. Et donc, nous sommes amenés à réfléchir à des façons un peu singulières de nous différencier. J'ai, d'une part, fusionné le poste de police nationale avec le poste de police municipale. Quand j'ai fait ça, je n'ai pas demandé l'avis au ministère de l'Intérieur, surtout pas, parce que alors là, j'étais sûr du résultat. Je l'ai fait à mon initiative, et à ce moment-là, c'était Bernard Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur. Il m'a répondu à un courrier. Vous êtes, en tout cas, le premier exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes de la colocalisation de la police municipale avec la police nationale pour permettre un guichet unique pour nos concitoyens quand ils ont des problèmes de relation avec les riverains ou avec d'autres problèmes d'insécurité. Donc ça, c'est des exemples de bonnes pratiques. Et je suis tout à fait d'accord avec Brigitte Fourré pour que nous mettions en place cette boîte à idées, ce que l'UDI peut apporter en solutions pratiques. Et je suis très heureux aussi de saluer avec Brigitte Fourré la maire de la grande ville qui a la première créé une avenue Valéry Giscard d'Estaing le 2 février 2021. Nous étions avec Brigitte ensemble. Voilà. Deuxième exemple de bonne pratique, moi j'ai mis en place un programme de subventionnement de la ville pour des bacs de récupération de l'eau de pluie. Vous savez, dans les zones pavillonnaires, il y a la possibilité d'installer des bacs de récupération de l'eau de pluie et nous les cofinançons à 50%. Et on en a maintenant plus de 300 qui ont été achetés et cofinancés par la ville parce qu'aujourd'hui, on le sait, le sujet de l'eau et de la récupération de l'eau de pluie pour arroser ensuite les jardins ou les espaces verts. Sur le plan municipal, on a mis la même chose en place. Et on récupère également de l'eau de source qui partait dans les réseaux et en créant un bac de 20 000 litres qui sert pour nos espaces verts. Voilà, donc
tout ça, c'est des enjeux pratiques. Deuxième remarque, et je vais être très bref, sur le management de l'État. Et ce que nous pouvons apporter comme réflexion sur le management de l'État. Nous sommes la famille politique qui a inspiré évidemment une pratique différente des déficits publics et de la bonne gestion. Je salue Philippe Laurent qui a très bien rappelé dans son livre combien la création de la dotation globale de fonctionnement, c'était 1979, c'était notre famille politique qui l'avait porté pour donner une visibilité aux ressources des communes. Mais aussi, nous sommes ceux qui avons... Je crois pouvoir le dire, mieux gérer l'État que ce qui a été fait depuis 1981. Et je prendrai un exemple. Dans mon département, nous en sommes au 5e préfet en un peu plus de 5 ans. Il faut que le management de l'État soit exemplaire. Comment peut-on expliquer à nos concitoyens qu'il y a une continuité de l'action publique alors qu'on nous change des préfets en fonction des circonstances du moment? Donc, alors quand il y a une réforme en ce moment de la diplomatie et du corps préfectoral, moi la solution la plus simple déjà, ça serait de dire qu'un préfet il est nommé pour 2 ans minimum et que c'est 2 ans incompressibles comme le sont les chefs de corps dans les régiments quand ils prennent un temps de commandement. Voilà, et ça, enfin, c'est une façon aussi importante de démontrer que nous avons des solutions pratiques à apporter. Il y a la question du vote par correspondance aussi, pour lutter contre l'abstention. Vous avez remarqué lors des dernières élections, on n'avait même pas reçu les professions de foi entre les 2 tours. On ne les avait même pas reçus avant le scrutin. Donc voilà, il y a des sujets sur lesquels notre démocratie souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements et à nous d'apporter les bonnes solutions pratiques. On va prendre 2 questions de ce côté-ci simultanément. Merci. Peut-être Jean-Philippe voulait réagir. Jean-Philippe Ducoing-Clément voulait réagir. Et ensuite, il y a Laurent Vastel qui dit vous souhaitez dire un mot et je vois ici aussi de prise de parole. Oui, non, pour réagir un petit peu à ce qui a pu être dit et puis à l'intervention, je crois, qui venait d'un responsable de fédération du Nord ou du centre de la France, je ne sais plus. En fait, la réalité, c'est qu'on a un parti qui existe profondément au niveau local, qui porte des sujets, qui porte des dossiers. On le voit sur la régionalisation des ARS, qui ont été pris dans les Hauts-de-France ou en Île-de-France, qui est capable de pousser les lignes. La question, c'est d'être audible et visible au niveau national. Bon, effectivement, je ne me résous pas à ce qu'on entende plus Rousseau que Vigier dans les médias, que le nec plus ultra de la politique, ça soit pour ou contre l'escalope plutôt que sur le fait, ou l'entrecôte, ou le barbecue, plutôt que le fait d'avoir un débat de fond. Et au fond, si on en revient à ce qu'est la thématique de cette table ronde, c'est la refondation du projet. La refondation du projet, c'est autour de quoi est-ce que l'on peut être audible? C'est quoi les lignes directrices qui font qu'on est audible? Aujourd'hui, ce qui fait qu'un Mélenchon ou une Le Pen sont audibles, c'est qu'ils ont un discours qui est extrêmement identifié sur 2 ou 3 axes. C'est pas leur capacité de faire, c'est pas leur capacité de travailler dans leur groupe politique, ils ne font rien. C'est pas leur capacité de tenir des communes, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de collectivité locale. Ça, ils ne l'ont pas. Mais ils ont effectivement un discours extrêmement simpliste et extrêmement visible qui est déclinable au niveau national au travers des médias sur 2 ou 3 lignes. Moi, je crois profondément, Hervé l'a dit dans son interview brillante, comme toutes les interviews du président, il faut toujours dire du bien d'un président, surtout quand il arrive. Surtout quand il arrive. Et il a réaffirmé la liberté de notre mouvement. La liberté de notre mouvement par rapport aux autres, par rapport à LR, par rapport à la maison commune. Mais la question de la liberté de notre mouvement, pour moi, c'est l'ADN. Au fond, on a 2 questions à se poser. C'est la liberté et la simplicité, la simplification. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est dans un monde terriblement compliqué où les jeunes ne votent plus, ne comprennent plus les messages politiques? On veut tout normer. Tu le disais tout à l'heure concernant l'environnement, on norme, on surnorme tout. Les consultations participatives, on veut les normer, on les surnorme. On crée de la règle, on amasse de la règle sans savoir pourquoi, toujours pour de bonnes raisons d'ailleurs, mais on amasse tellement de règles qu'on en est venu à un point où ce pays est aujourd'hui figé, où ce pays est aujourd'hui bloqué. Il y avait tout ce travail porté par Vincent Delahaye de vouloir simplifier les textes, dépoussiérer, enlever les lois qui sont inutiles. Mais je crois qu'on a profondément quelque chose, un message à porter sur le fait de libérer, rendre de la liberté, rendre de la possibilité d'initiative, de faire, de créer. On le voit tous dans nos territoires, on est un parti des territoires et aujourd'hui on est tous entravés par un excès de normes. Et puis, rendre de la liberté, c'est simplifier.
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les jeunes ne votent plus? Mais ils ne comprennent plus le monde dans lequel on est. On n'arrive déjà pas à le comprendre quand on est élu au vu du nombre de normes auxquelles on est confronté. Et je pense que ces deux principes de liberté et de simplification, c'est quelque chose qu'on peut porter. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Alors moi, je suis maire d'une ville de 25 000 habitants dans les Hauts-de-Seine et en même temps chirurgien hospitalier. Alors vous doutez bien que je suis particulièrement attaché aux solutions concrètes. Mais je voudrais quand même faire cette remarque, puisque nous nous apprêtons à revoir notre projet pour les Français. J'ai eu la chance de faire partie de la majorité du département des Hauts-de-Seine sous la présidence de Patrick Devedjian, qui était un homme d'une grande culture et qui disait souvent, il citait cette phrase de Sénèque qui disait « Qu'importe d'avoir des vents favorables si on ne sait pas où est le port ». Et cette phrase, elle m'a beaucoup marqué et elle rejoint ce que disait tout à l'heure Daniel Lecas, c'est-à-dire que parce que nous sommes aussi et beaucoup le parti des solutions concrètes, des solutions qui marchent, si j'ose dire, il ne faut pas perdre de vue quand même que le danger, c'est finalement de confondre les moyens et les objectifs. Et que faire une liste catalogue de mesures concrètes qui marchent, ça n'est jamais qu'une liste incompréhensible pour la plupart de nos concitoyens. Et donc il faut que nous ayons des intentions politiques. Je crois que nos concitoyens ils sont en attente de discours politiques. Il n'y a jamais eu aussi peu de politique dans le discours politique aujourd'hui, parce qu'en gros on a des solutions, un problème, une solution. On a vu le résultat d'ailleurs que ça a donné pour Valérie Pécresse, qui était un problème, une solution. Ça a été désastreux. Et je crois que les gens ils ont besoin de clés de lecture. Ils ont besoin de sens politique, ils ont besoin d'avoir des objectifs, ils ont besoin de savoir vers quel cap on les emmène. Et je pense qu'à ce moment-là, les solutions concrètes prennent tout leur sens et qu'elles deviennent signifiantes. Voilà ce que je voulais dire. Bravo. Et assumons le mot idéologie, c'est pas un gros mot, c'est juste de la cohérence. Voilà. Je crois qu'avant de passer la parole, James voulait dire un mot en réaction. Oui, bonjour à toutes et à tous. Extrêmement heureux de vous retrouver 10 ans après un autre congrès, un congrès fondateur auquel je vais un tout petit peu me référer pour rebondir effectivement sur vos propos, chers collègues. Il y a 10 ans, nous étions rassemblés, et j'ai le plaisir de voir évidemment beaucoup de visages qui étaient déjà à la Mutualité en 2012. Et naturellement, on est très heureux d'accueillir les élus, les adhérents qui nous ont rejoints depuis. Nous étions rassemblés, voilà un joli mot, rassemblés avec des élus, des militants, des familles politiques du centre et du centre droit. Nous étions rassemblés nombreux autour d'une idée, peut-être pas d'un projet, mais autour d'une idée, autour aussi de personnalités. Nous aurons le plaisir d'entendre Jean-Louis Borloo tout à l'heure. Moi, je me souviens aussi la présence filmé. Nous avions été quelques jours avant dans ces bureaux du boulevard Saint-Germain du président Giscard d'Estaing. Et évidemment, toute l'émotion qui nous avait envahi, une forme de fierté aussi, je crois, avec la présence de Simone Veil. Si vous vous rappelez, la ligne de communication pour ce congrès fondateur de notre parti, c'était le congrès fondateur de l'UDI, le réveil de la politique. Le réveil de la politique. Nous sommes un parti politique. Nous ne sommes pas un think tank. On n'est pas un groupe de pensée ou un groupe de parole. Nous sommes un parti politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a le droit de mettre un peu d'idéologie. Pas l'idéologie dogmatique. On ne va pas focaliser sur Mme Rousseau, mais ils sont nombreux quand même à être plutôt sur ce créneau-là, qui ne me convient pas. Plutôt l'idéologie qui relève des convictions et d'un engagement. Et puisque nous sommes un parti politique, quelle est notre mission? On dit qu'on est le parti des solutions. Vous êtes sûr? On a dans notre parti des élus qui, dans le cadre de leur mandat, portent des solutions. Est-ce que nous sommes un parti des solutions? Quelles solutions avons-nous proposées? Quelles solutions proposons-nous aujourd'hui à nos concitoyens pour construire la France de demain, pour construire l'Europe de demain? Sommes-nous si sûrs de nous sur ce sujet? L'intitulé de cet échange, une année pour refonder notre projet. On a la chance d'avoir du temps devant nous.
Nous sommes un parti politique. Que pensons-nous? Que voulons-nous faire? Comment voulons-nous le faire? On est un parti politique, on aspire à gouverner. On aspire à gouverner dans les collectivités et on aspire à gouverner notre pays. Je ne dis pas ça par une quelconque ambition personnelle. Je pense que c'est le propre d'un parti politique. On n'est pas un groupe de pensée ou un groupe de réflexion. Il faut penser, réfléchir, construire, proposer, mais avec un objectif. Et ce n'est pas un gros mot. Prendre le pouvoir, exercer le pouvoir. Le président Marseille va prendre le pouvoir dans notre parti pour exercer le pouvoir. Mais c'est très exactement ce qu'il nous faut faire à l'échelle des collectivités et à l'échelle de notre pays. Maintenant, comment faut-il le faire? Il faut évidemment écrire un projet. Le projet, c'est peut-être les solutions. Quel est le chemin? Peut-être faut-il commencer par écrire un chemin. On n'a pas encore parlé d'Europe. Avant de savoir ce que l'on veut faire de l'Europe, comment on veut le faire de l'Europe, qu'est-ce qu'on attend de l'Europe? On est dans une famille politique où on parle souvent d'une Europe fédérale. On a utilisé le mot des États-Unis d'Europe. Je souscris, je souscrivais, je souscrirais. On met quoi derrière? Est-ce que tout le monde est bien persuadé qu'on est toujours un pays fédéraliste? Qu'est-ce qu'on met derrière fédération? Qu'est-ce qu'on met derrière fédéral, une Europe fédérale? Je crois qu'il y a d'abord un chemin à écrire pour ensuite un chemin à écrire où on trace en fait un contour. Quels sont nos objectifs? Et puis on raconte effectivement une histoire, comme le disent très justement mes voisines. On a évoqué tout à l'heure l'idée du bonheur par la contrainte. Peut-être, parfois. Moi j'aime bien aussi l'idée du bonheur par la liberté. Dans notre famille du centre et du centre droit, on a aussi des libéraux. Ça ne veut plus rien dire? Est-ce que ça ne veut plus rien dire le libéralisme? Est-ce que ça ne veut plus rien dire la démocratie chrétienne? Est-ce que ça ne veut plus rien dire le radicalisme? Il faut remettre de l'idéologie, il faut remettre du sens, il faut fixer des objectifs, un cap peut-être, et ensuite aller sur la définition d'un projet. Mais le projet, il a vocation un jour à être porté devant les urnes, parce que nous avons vocation à devenir majoritaires dans ce pays, parce que nos idées sont majoritaires. Il faut simplement pouvoir les repositionner. On dit qu'on est un parti de valeurs. Quelles valeurs? Qu'est-ce qu'on partage comme valeurs? Comment on partage ces valeurs? Comment on réécrit ces valeurs à l'aune de la société de demain? Nous sommes là, non pas pour organiser le pays de 1980, mais pour essayer d'écrire la société de 2050. Comment on l'écrit? Avec qui? La question de la démocratie participative. Quel chemin on veut tracer? Et surtout, comment on arrive demain à devenir majoritaire? Au Sénat, on est sur la bonne voie grâce à l'excellent président Marseille. À l'Assemblée, on compte naturellement sur Bertrand et les députés que nous avons ou qui sont proches de nous pour reconquérir un groupe important. Et puis, au Parlement européen, nous avons la chance de n'être encroutés par aucun lobbying de l'intérieur du Parlement européen. Nous avons tout à construire, tout à rebâtir. C'est le chemin que nous devons tracer ensemble pour une Europe, pour un parti, des territoires, pour un parti de l'écologie, pour un parti de l'Europe. C'est ce que nous disent que nous sommes. Soyons-le réellement, faisons-le, et faisons-le acter par qui sont aussi et avant tout pour nous, partis politiques des électeurs. Bravo, parce que c'est bien de rappeler qu'un parti politique, c'est là pour gagner des élections. On sait le faire au niveau local. Et bien maintenant, il faut prendre exemple. Il y avait une autre intervention. Voilà, Manasima Dindar, je te laisse bien volontiers la parole. Bonjour à tous et puis merci à notre président. Une année, vous l'avez dit, pour porter un projet pour notre parti politique, l'UDI. Nous sommes une nation. Et la nation, elle n'est pas seulement les peuples du continent, elle vit avec les territoires ultramarins. Et moi, je veux porter une grande ambition pour notre France. Notre France, elle est aussi ultramarine. Nous avons la première puissance maritime, la première, pas la deuxième, la première puissance maritime mondiale grâce à tous les territoires ultramarins, grâce à la zone économique exclusive que la France possède, avec des richesses de la mer, avec la richesse de tous ces peuples. Je dis merci à notre président à l'Assemblée nationale du groupe Lyot qui
C'est le seul groupe à porter les territoires ultramarins dans son intitulé. L'ambition de l'UDI, c'est bien de donner cette vision de la République française qui ne soit pas seulement continentale. Nous ne sommes pas une charge. Nous représentons 4% de la population française. Nous ne coûtons pas cher. Nous coûtons 2% du budget national. Nous sommes les territoires pertinents pour porter des politiques. Jean-Louis Borloo, notre président, y est venu. C'est lui qui a porté le premier la vision d'une écologie durable, du Grenelle de l'environnement, de l'énergie, puisque nous sommes dans un débat. Comment ne pas parler du débat sur l'énergie du futur sans que sur ces territoires iliens, nous puissions les appliquer? Alors, bien sûr, ça fait 10 ans, j'étais là, à côté de Simone Veil. Elle est venue chez nous, à La Réunion, et elle avait ce même regard en tant que députée européen, en tant que grande dame visionnaire, que la France avait une chance extraordinaire avec les territoires, petites pépites dans tous les océans, dans toutes les mers, parce que je crois aussi que l'avenir de la Terre viendra de la mer pour demain et après-demain. Alors je demande vraiment que l'UDI, mais je sais que le président Marseille est très sensible déjà, porte cette vision ultramarine pour faire vivre la grande France, l'ambition d'une nation et l'ambition des peuples que nous représentons tous avec fierté. Et je demande vraiment que l'UDI, que notre parti, porte cette vision commune sur son projet de refondation. Bravo. Merci Nassima. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Oui, je vois quelqu'un qui lève et qui fait même des claquettes avec ses doigts, alors ça me paraît important. Ah, il y en a deux alors, bon, il y a 2 claquettes. Je vous en prie. Oui, merci. Bonjour à tous. Judith Dossemont, conseillère départementale dans les Bouches-du-Rhône, en charge de la délégation de la politique du logement et du FSL. Voilà, donc un vrai sujet, alors, qui m'a été confié peut-être parce que je suis une UDI, je ne sais pas. En tout cas, je voulais remercier de la qualité de vos interventions, et particulièrement Mme Billon et Mme Gattel, sur les sujets effectivement de l'environnement. Moi, j'essaye dans ma délégation d'y mettre un peu plus d'environnement. C'est des sujets qui me tiennent à cœur, et je voulais justement, peut-être, puisqu'on reparle de refonder notre projet, refonder peut-être les sujets. Parce qu'au départ, on avait... qu'est-ce que porte l'UDI? C'était un parti humaniste, écologiste et l'Europe. Voilà, c'était pas la peine d'aller chercher, d'aller chercher ailleurs. On avait 3 sujets qui étaient quand même importants. Aujourd'hui, effectivement, on n'est pas audible. Alors, est-ce que les médias, effectivement, est-ce qu'il faut s'agiter, mettre quelque chose sur la tête pour qu'on soit visible? Je ne pense pas que c'est dans notre ADN non plus. Donc, continuons et essayons peut-être aussi de s'appuyer sur les élus locaux. Et comme vous l'avez souligné, peut-être que les élus locaux, dans élus locaux, il y a élus. Donc on représente les citoyens qui nous ont donné leur confiance et leur voix. Donc peut-être à nous, arrêtons d'aller faire des consultations participatives, d'aller donner la parole à des gens qui représentent que eux-mêmes, alors que nous représentons quand même les citoyens. Donc voilà, moi c'était juste dire qu'il fallait s'appuyer sur les élus et rappeler qu'un élu, il représente les citoyens. Voilà. Merci de rappeler le fondement de notre démocratie. Il a fondé notre parti il y a 10 ans. Nous vous demandons d'accueillir M. Jean-Louis Borloo. Merci. Il y avait une dernière question, et puis ensuite, si vous en êtes d'accord, on conclura. Oui. Je vais être bref. Moi, j'ai 32 ans de mandat derrière moi. Je ne connaissais pas l'UDI. Je suis un nouvel adhérent, et d'ailleurs grâce à notre ami Jean-Philippe. Et
Attendez, j'en avais pas forcément, je le dis très bien, vu de l'extérieur, une très bonne image. Vous voyez plutôt une sorte de consensus mou. Et sans vouloir être méchant, que j'ai pu un peu reconnaître, de temps en temps, je ne vais pas dire l'autosatisfaction, mais passe-moi le sel, je vais passer le poivre. Alors qu'il y en a des éléments sur lesquels nous sommes très bons et meilleurs que les autres pour être audibles. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on fasse plus de démagogie que les autres. De toute façon, on ne sera jamais les meilleurs de ce côté-là. Il y a toujours, soit à gauche, soit à droite, qui feront plus de démagogie. Il y a au moins des domaines sur lesquels on peut être très très bon et très légitime. Et c'est ce qu'attendent nos concitoyens. C'est pour ça qu'ils ne vont plus voter. Il y en a qui comprennent, d'autres pas, mais ils sentent quelque chose. C'est quoi? C'est le développement énergétique. Par petite lâcheté, parce qu'on avait peur de ne pas bien se faire voir, on a abandonné, je ne dis pas ça parce que notre ami Louis est là, mais tous les, comment dirais-je, les bénéfices du gaullisme, du pompidoliste, du chiracisme, du giscardisme, voulais-je dire. Et donc après ça, il y avait le TGV, le programme électronucléaire. Là, et aujourd'hui, par petite lâcheté, on n'a pas voulu toucher à ça quand des gens protestaient contre. On dirait, et l'économie, et on a deux sénatrices ici, je vais prendre juste deux exemples dans leurs deux régions respectives. Mais si vous voulez, je vous en trouve dans les autres régions, vous en trouverez pareil. En Bretagne, alors je ne sais pas s'il faut que je cite si je vais le faire, hein, on est entre nous, on va être le programme Louis Le Duf, à l'Ifray. C'est un garçon, Louis est un ami à moi, et bien c'est pas parce que c'est un ami, le truc est dans l'après. 1300 emplois, 500 millions d'euros d'investissement que Louis est en train de faire aux États-Unis et au Portugal, parce qu'aujourd'hui, par l'acheter, personne, il n'y a qu'une petite vingtaine de personnes, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, représentatives que d'eux-mêmes, alors que les élus de gauche comme de droite, et surtout de gauche, enfin Le Drian et l'actuel président de région qui était contre, et il va se passer la même chose, Madame la sénatrice, dans votre région, à Chambly dans l'Oise, même type de dossier, qui est depuis 2016, et qui va partir en Allemagne, parce qu'effectivement, tous les gens qui sont pour, par petite lâcheté, petit accommodement, on dit rien du tout, et donc du coup, ça va être des norias de camions, alors que ça aurait été un projet, et tout ça, eh ben parce que est-ce que nous, on ne peut pas être crédible sur ce thème-là, parce que comme c'est un vrai thème de fond, on fera du bien à notre pays, et sur la forme, on se fera du bien à nous-mêmes, parce qu'on se fera entendre beaucoup plus que les autres. Voilà simplement ce que j'avais à dire. Alors, Françoise Gatel m'a supplié de prendre la parole. Évidemment, je ne peux pas lui refuser. Merci, parce que si on entend parler ici de Louis Le Duf et que moi, je ne dis rien, je ne rentre pas au pays. Louis Le Duf, c'est un capitaine d'industrie breton, comme on connaît les Bretons. Il est en train de vouloir implanter, depuis 7 ans, une usine de viennoiserie de qualité exceptionnelle, parce que ça va dans les plus grands hôtels. Il y en a une sur mon territoire, et là, c'est effectivement 500 emplois dans un endroit où on recherche des emplois. C'est un investissement de longue durée, un savoir-faire de l'agroalimentaire, et bien parce qu'il y a 40 personnes qui ont décidé que c'était vraiment de très mauvais goût. Cette usine va se faire en Allemagne. Et juste pour conclure, je pense qu'on paye aussi de la démagogie sur une belle opération qui est Notre-Dame-des-Landes. Je veux dire, quand on a fait de la consultation et que le référendum qui a donné un oui, alors que des élus, ils ont préparé depuis 10 ans ce projet, ils ont tout fait d'une manière raisonnable, et qu'on s'assoit sur un référendum et qu'on laisse des zadistes arriver, à un moment, cela veut dire que dans notre pays, ceux qui vous disent le bien et le mal, sans avoir de vision, et qui finissent par exclure d'autres personnes, ils font en quelque sorte la loi. Et moi, je pense qu'il faut qu'on défende une écologie vertueuse, une écologie de l'égalité de toutes les chances. Bon, allez. Annick voulait dire un mot sur l'entreprise, sur le concret. Juste le département de la Vendée, puisque ça a été cité. En fait, nous, on sait que nous devons porter l'agilité, la liberté, et que les élus, ils sont là pour... Les élus, ils sont là pour accompagner les territoires, les entreprises. Donc en Vendée, par exemple, eh bien, c'est des questions de foncier. Nous devons d'accompagner, de donner de la liberté, de l'agilité à toutes ces entreprises. Et c'est pour ça que ça marche dans certains départements dont on devrait s'inspirer. Donc expérimentation, agilité, liberté, ça doit être les maîtres mots pour ces entreprises dans nos territoires. Merci Annick. Et vous aurez remarqué que sur cette table ronde, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir, hein. Juste 3 mots de conclusion, c'est le privilège de celui qui a animé. 1, vous dire qu'il y a eu des sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais c'est normal.
Si nous sommes des progressistes, c'est que nous croyons en la recherche et en l'innovation. Moi, je suis en charge de ce sujet à la région d'Hauts-de-France, vice-président en charge de la recherche et de l'innovation. Qu'est-ce qu'on constate? Un pays qui n'innove pas, qui ne crée pas un chemin, y compris sur son expertise internationale, sur ce qui fait qu'il est plus compétitif que les autres, eh bien on passe à côté de quelque chose. C'est un problème de moyens financiers et c'est un problème de simplification. Il y a eu ici quelqu'un, M. Jean-François Vigier, qui a écrit un rapport sur le sujet, qui est très bien, qui rappelle les problèmes des tutelles et des co-tutelles. On a un système illisible en France. Libérons les chercheurs, ça marchera beaucoup mieux. Et ce sera bon pour les entreprises aussi. Deuxième élément qu'on n'a pas pu évoquer, mais qui me semble tout aussi important, et Dieu sait que c'est cher à nos cœurs, c'est la question de la dette publique. Ayons conscience d'une chose, la dette publique, la question de la capacité de l'État et des collectivités à dégager des marges de manœuvre financières pour faire des choses, c'est ce qui fera ou non que la France sera compétitive demain dans une Europe de plus en plus forte en termes de compétition, et demain, internationalement, nous pourrions décrocher si nous n'avons pas des marges de manœuvre financières. Or, aujourd'hui, on est au pied du mur. Soyons clairs sur le sujet, et ça me fait le lien avec le sujet suivant. La question de la dette publique, c'est aussi l'héritage que l'on laisse à nos enfants et à nos jeunes. Moi, j'ai 37 ans, j'estime que je suis déjà responsable du drame dans lequel on se trouve, et je paierai au même titre que mes enfants et que mes petits-enfants. Mais ayons conscience d'une chose, c'est que notre jeunesse aujourd'hui n'a pas de perspective devant elle. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas laisser à d'autres partis politiques. Et si aujourd'hui, la droite et le centre, parce que c'est une réalité dans les sondages, c'est pas moi qui le dis, on a décroché, c'est parce qu'on n'offre pas de perspective à nos jeunes. Et c'est un enjeu majeur et décisif, et je salue les jeunes de l'UDI qui sont très présents et très mobilisés. Et un mot quand même, à l'autre bout de la chaîne, la question de la dépendance. Quelle honte, quelle honte. Notre pays, la manière que nous avons de traiter nos vieux, pardon de le dire comme ça. Mais quand vous allez dans un EHPAD, il y a de quoi gerber. Et donc moi je veux qu'on s'occupe autant des jeunes que des personnes âgées, et ça fait partie des sujets sur lesquels l'UDI doit être exemplaire. C'est aussi donner une ligne de conduite, c'est ça l'humanisme, c'est penser aux hommes et aux femmes, et c'est aussi ce que nous devons faire. Merci pour votre attention. Nous avons plein de sujets de travail dans les années qui viennent, et nous aurons besoin évidemment de la participation de toutes et tous, élus, experts, parce qu'on doit regarder aussi ce qui se passe autour de nous, et militants. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde, et merci aux élus qui m'ont entouré.